Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Les vraies voix de Sud Radio sans Cécile de Ménibus qu'on embrasse et qui va être absente aujourd'hui, mais on la retrouvera dès lundi. On embrasse donc Cécile. Au menu des vraies voix, à 17h30, notre grand débat de Jordan Bardella bénéficie de traits d'image assez positifs dans la dernière balise IFOP fiduciale pour Sud Radio sortie aujourd'hui. 56% des sondés le jugent sympathique et 52% le jugent proche de leurs préoccupations. Et parlons vrai, est-ce que Jordan Bardella a fait le trou et qu'il est désormais irrattrapable par ses concurrents ? Est-ce que quand Valérie Hayé déclare sur TF1 que sa mission est très claire, c'est de gagner, c'est mission impossible, et est-ce qu'en cas de gros succès, il deviendrait le candidat naturel du RN pour 2027 ? Bardella est-il le grand favori des européennes ? C'est notre grand débat. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300 ou Aude prendra avec un grand plaisir vos appels. À 18h30, le coup de projecteur. Un jour sombre pour l'Europe et ses valeurs de tolérance, une menace pour la possibilité d'une vie juive en Europe. Des propos signés Pinchas Goldschmidt, grand rabbin dans Le Monde après la décision de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'abattage rituel. La CEDH valide l'interdiction de l'abattage sans étourdissement préalable dans deux régions belges. Cela revient, selon le grand rabbin, à placer les droits des animaux au-dessus d'un droit humain fondamental, la liberté religieuse. Alors parlons vrai, est-ce que vous êtes choqué par l'abattage sans étourdissement ? Est-ce que les religions devraient évoluer avec la prise en compte de la souffrance animale ? Est-ce pour vous une entrave à la liberté religieuse ? C'est à cette question, en interdisant l'abattage d'animaux sans étourdissement, s'attaque-t-on aux droits des communautés juives et musulmanes ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et nos éditorialistes du jour. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir mon cher Philippe. Président de l'Institut de la Parole, comme toujours. Vous n'avez pas visé après monarchique ou impérial parce que vous êtes président depuis tellement longtemps. Je n'ai pas changé et comme dirait Julio Iglesias... C'est Julio, pas Julio. Julio. Il veut déjà m'apprendre l'espagnol maintenant. Oui, il n'est pas français, il est espagnol. Et je m'étais fait beau en pensant que Cécile serait là. J'avais enlevé mes vêtements sentant les vaches. Et j'avais enlevé mes vêtements, j'étais inquiet. On a eu le bonheur d'être au salon hier soir et on est revenu vraiment, on était emplis de cette magnifique odeur agricole. Et d'ailleurs, on salue nos amis du Coram avec qui on a passé ensuite une excellente soirée à déguster d'excellents plats. René Chiche, directeur des rédactions du groupe La Fond Presse Entreprendre La Fond Presse, pardon. Bonsoir René Chiche. Bonsoir. Toujours au taquet, tout de beige vêtu. Toujours au taquet et aujourd'hui extrêmement ému. Bouleversé même. Et pourquoi ? Ah bon ? La présence de Virginie Calmès. C'est bien, vous faites le teasing à mal place. Et elle est de retour, Virginie Calmès. Bonsoir Philippe. Présidente fondatrice de Futurae, l'école des métiers de demain dans les industries créatives. Ça va les vraies voix ? Ça va très bien. Non, vous faites ça en cœur, pratiquement. Oui, mais on est heureux de se retrouver. C'est vrai, hein. Cette équipe du vendredi. Qui me manquait. Mais très heureux de vous retrouver. Philippe Bilger dans une forme olympique. René Chiche, il l'a déjà dit. Non, vous nous avez beaucoup manqué, Virginie. Vraiment, merci, le vendredi, Philippe. C'était très bien. Même si, évidemment, je sais que c'est une épreuve d'être à côté de René Chiche. Moi, j'adore quand il me parle comme ça. Et notre auditeur du jour, c'est Gilles Deslandes. Bonsoir, Gilles. Bonsoir à toutes et à tous. Et ravi d'être avec vous, bien entendu. Ravi de vous avoir parmi nous. Vous êtes de quel coin dans les Landes ? Alors, un tout petit village qui s'appelle Red Jones, à 25 km au nord de Mont-de-Marsan. Ah, d'accord. Magnifique petit village dans les bois. C'est encore la Chalosse ? Ah non, c'est pas la Chalosse. Parce que à côté de Mont-de-Marsan, c'est la Chalosse. Oui, alors au nord de Mont-de-Marsan, c'est la Haute-Lande. D'accord, ok. On y mange très bien aussi, de toute façon. Oh oui. Et quel va être votre coup de gueule, Gilles ? Alors, écoutez, on va parler du vote du Parlement européen cette semaine, qui n'a pas entériné le fait de passer systématiquement tous les 15 ans une visite médicale pour se faire supprimer ou ne pas supprimer le permis de conduire. Voilà. Et tout de suite, on écoute le répondeur, c'est Louise de l'Aveyron. Oui, bonsoir, Louise de Marcillac dans l'Aveyron. Cet appel est destiné à Philippe David. Son coup de gueule, je le comprends tout à fait,
J'étais professeure en Seine-Saint-Denis et tous les ans, moi j'avais des élèves en difficulté. J'avais ce qu'on appelait les CPPN, les enfants en assez grande difficulté. Tous les ans, je les emmenais au salon de l'agriculture. Mais si les enfants n'y vont plus, les élèves n'y vont plus maintenant, c'est parce que je crois que c'est trop compliqué de sortir toute une classe. Je crois que les professeurs, c'est difficile. Et puis vu les problèmes de transport, et je crois que c'est pour ça. Moi, je le faisais à l'époque, mais je comprends que maintenant, c'est difficile d'emmener une classe de 25 ou 30 enfants dans le métro, au salon de l'agriculture. Voilà. Et puis continuez, c'est très bien, Philippe David, je vous admire beaucoup. Elle parle très bien, Louise. Hein, elle a l'air adorable, Louise, mais qu'elle puisse être d'accord avec vous sur ce point-là et qu'elle vous admire beaucoup, il y a une erreur. Non, parce que c'était mon coup de cœur, coup de gueule d'hier en disant que toutes les écoles devraient être amenées dans le salon de l'agriculture. C'était la culture. Oui, et elle dit malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement de normes, il faut tant d'accompagnateurs pour tant de gosses. Ils n'ont plus la discipline, qu'on le veuille ou non, qu'on avait, nous, à notre époque. Est-ce que c'est pas un vrai sujet, Philippe Bilger ? Sûrement, et puis je me suis rendu compte, on sait jamais, au salon, on peut en rire, mais il peut y avoir des dangers. Hier, en partant, on a rencontré une magnifique vache. On sait jamais. C'était un taureau. Un taureau, ah bon. Ah oui. Non, mais je l'avais confondu avec vous, d'ailleurs. mais en réalité, ça peut être dangereux, mine de rien, avec le salon, avec des élèves qui sont pas forcément très âgés. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quand même dommage qu'on puisse plus amener les élèves au salon de l'agriculture. Bah oui, c'est dommage. En plus, c'est franchement un moment extrêmement sympathique pour tous ceux qui ont eu la chance d'aller au salon de l'agriculture. Moi, ça a été aussi mon cas plusieurs années. C'est un moment de partage, c'est un moment d'abord de reconnexion avec ses racines. C'est quand même extrêmement chaleureux, sympathique. On est sur le terroir, on mange des bonnes choses, on découvre des gens authentiques. Et puis, si on aime les animaux, pour les enfants, c'est toujours un émerveillement. Donc c'est vrai que c'est dommage. Moi en tout cas j'ai 2 enfants, ils n'ont jamais eu comme sortie scolaire le salon de l'agriculture. Ils ont quel âge sans discrétion ? Maintenant 17 et 15. Ah oui, donc là ça peut être un peu tard alors, parce que là ils iront plus. Je veux dire, ça veut dire que effectivement cette dame a totalement raison. C'est trop complexe en fait, et du coup les professeurs n'emmènent pas les étudiants, les jeunes. Vu ce qu'elle a dit, Louise ne peut avoir que raison. Voilà une proposition concrète. On parle souvent de la politique qui ne fait pas des propositions concrètes. Pourquoi le ministre de l'Éducation nationale ne ferait pas une proposition qui obligerait, alors peut-être pas toutes les écoles, parce qu'effectivement, toutes les écoles de France, ça fait beaucoup, mais enfin, obligerait, avec un roulement d'année en année, que les classes aillent justement sans l'agriculture. Moi, je me souviens à mon époque, j'y allais avec mon école et mon lycée. C'était ma proposition d'hier. Merci Louise. Excusez-moi. Absolument. Et on retrouve Gilles Deslandes sur la visite médicale tous les 15 ans pour le permis de conduire. Gilles, on vous écoute. Eh bien, écoutez, je suis là. Donc, ça serait plutôt qu'un coup de gueule, ce serait un petit coup de cœur. Voilà. Je suis pas souvent d'accord avec l'Europe, mais là, je pense qu'ils ont bien fait de ne pas voter cette loi. Pour la raison suivante, c'est que je pense que les seules personnes qui sont habilitées à dire ou à ne pas dire, à juger du fait que quelqu'un puisse conduire ou pas, je pense que c'est le médecin traitant de la personne. En plus de ça, les personnes âgées, c'était un peu dirigé dans ce sens-là, ne sont pas les premiers fauteurs de troubles en matière de conduite. On est plutôt sur la jeunesse. Bref, donc là, et ces gens-là vont de plus en plus, j'en fais partie, malheureusement, chez le médecin. Et le médecin, qui mieux que le médecin traitant peut juger que quelqu'un peut conduire ou ne pas conduire. Voilà, c'est mon avis et je pense que il y a beaucoup de gens qui partagent. On va faire réagir les vrais voisins. La réflexion de Gilles est très intéressante parce que il prend, je dirais, une argumentation qu'on peut admettre. Alors que moi, j'avais trouvé discutable le refus de l'Europe là-dessus, dans la mesure où il semblait renvoyer au libre arbitre de chacun. Alors que précisément, lorsqu'on arrive à un certain âge, heureusement, je ne conduis plus parce que je ne serais pas capable de repasser le permis. On n'est plus capable de s'examiner soi-même. On veut conduire à tout prix. Et c'est une catastrophe. Moi, je suis favorable à ce que
à partir d'un certain âge. Alors maintenant, ils avaient défini l'âge exact. C'était tous les 15 ans. Tous les 15 ans. Vous aviez le permis à 18h33, 33, 15, 48. Lorsque vous dépassez peut-être les 70 ans, les 75 ans, on voit des fois des conducteurs qui sont pas tellement sûrs au volant, je trouve. Donc moi, je suis favorable à effectivement une visite qui permet de attribuer ou pas le permis de conduire. Virginie Calmels. Alors moi, j'étais pas trop favorable à cette visite tous les 15 ans, parce que quand même, au bout d'un moment, ça s'apparente aussi à un gros business. En revanche, j'aime beaucoup la proposition de notre auditeur. C'est vrai qu'à un moment donné, est-ce qu'il faudrait pas corréler l'obtention du permis de conduire qui a été souvent obtenu depuis très longtemps à un certificat médical de reconduction ou quelque chose qui ferait le médecin pourrait dire, parce que vous n'y voyez plus très bien ou parce que vous avez perdu des réflexes, par exemple, que vous n'êtes plus en état de conduire. Ça me semble du bon sens. Dans quelques instants, merci Gilles, vous restez avec nous pour un qui c'est qui l'a dit d'anthologie. Et Philippe Bilger, très exceptionnellement, ne bénéficiera d'aucune complicité ni connivence. Enfin, le jeu sera honnête aujourd'hui. C'est scandaleux. Dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu, mais le réquisitoire du procureur, sur quoi allez-vous requérir, monsieur le procureur ? Je me demande, mais très gravement, et je ne plaisante pas, si tout ce qu'a subi Judith Godrèche ne l'a pas rendu un petit peu déséquilibré. On se retrouve dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche, Virginie Calmels. Bonsoir Félix Mathieu. Au menu des 3 mots dans l'actu, quels sont les 3 mots ? Eh bien, les 3 mots, c'est sifflet, distribution et courage. On va parler de ces sifflets, de ces œufs jetés sur 2 ministres au Salon de l'Agriculture, de cette distribution d'aide humanitaire qui a viré au carnage hier à Gaza, et puis de cette foule à Moscou aujourd'hui pour les obsèques d'Alexei Navalny. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et dans votre réquisitoire, monsieur le procureur, vous vous posez la question de savoir si Judith Godrèche aurait un complexe de persécution. Absolument. Alors, entendons-nous, je vais traiter avec beaucoup de sérieux ce point de vue. Il ne s'agit pas de se moquer de cette femme qui, je pense, durant 6 ans, a vécu avec un homme profondément caractériel et dominateur, Benoît Jacot, qui a été probablement violé par Jacques Doyon et qui, évidemment, aujourd'hui mène un combat totalement exemplaire. J'entends par là qu'elle a fait un discours que j'ai trouvé très remarquable au César, mais depuis, elle intervient sans arrêt, au point, à mon sens, de banaliser son propos. Elle a considéré que lors du dîner des Césars, elle avait été coincée au fond de la salle et que c'était exprès qu'on l'avait mise là. Elle porte au nu le juge Durand. On dirait qu'elle est chargée de préparer sa sanctification. Non, alors elle fait des propositions qui ne sont pas absurdes sur les violences à l'égard des enfants. Mais si je pouvais lui suggérer quelque chose, ce serait de demeurer un peu plus rare maintenant avec son intelligence et son émotion. Parce que je pourrais comprendre que ce qu'elle a subi durant 6 ans avec la révélation qu'elle opère aujourd'hui, mon Dieu, a pu créer quelques troubles dans un tempérament qui d'ailleurs a toujours été un peu atypique quand on suit un peu le cinéma, n'est-ce pas mon cher René, bien sûr. Virginie, qui est un monstre d'équilibre, ne peut pas connaître ça. Virginie Calmels. Non, mais en tant que femme, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Philippe Bilger. C'est-à-dire que je crois qu'à un moment donné, elle a été effectivement touchante, et notamment au César, mais même un peu avant, quand elle a fait part de ses révélations. Le problème, c'est que là, ça devient un peu trop dans la communication, et du coup, malheureusement, je suis d'accord avec Philippe, ça enlève en fait à son combat peut-être l'émotion déjà, parce que là ça commence à devenir un discours un peu répétitif et bon, un peu préparé, mais aussi il faut faire attention à ne pas avoir donné le sentiment éventuellement que ça devient une tribune personnelle, parce que son combat la dépasse bien sûr. Et je suis d'accord que si je suis pas du tout sa conseillère en com, mais je lui demanderai d'être plus rare, avec une parole forte mais rare. Bon, je vais être bref parce qu'on m'a demandé de l'être, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec Philippe et Virginie, parce que, bon,
on dit il faut libérer la parole. Or, Judith Godrèche, pendant des années, elle s'est tue. Là, il se trouve qu'elle s'exprime. Elle s'exprime un peu beaucoup, ça c'est une appréciation, mais je trouve qu'elle est quand même courageuse, même si je peux en même temps la trouver parfois un petit peu insupportable. Mais en même temps, je trouve que son combat, son expression, sa communication est indispensable. Par contre, dernière chose, je termine, le problème avec cette communication de tous azimuts, je dirais, de Judith Godrèche, a ouvert une boîte de Pandore, parce que, comme je le disais tout à l'heure à Philippe durant la pause, il y a une multitude de rumeurs et de dossiers qui vont sortir sur des personnalités de cinéma. Je l'ai appris hier. Je peux pas donner les noms à l'antenne. Évidemment. Je vous les dirai off. Je l'ai dit à Philippe. C'est incroyable. C'est aussi le danger de cette expression un peu trop présente. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont 10 sifflets, distribution et courage. Des sifflets, des œufs jetés vers les ministres Christophe Béchu et Marc Fesneau au Salon de l'Agriculture tout à l'heure, des tracteurs autour de l'Arc de Triomphe. Et donc une question, la colère va-t-elle repartir après la fin du salon dimanche ? Comment une distribution d'aide humanitaire a-t-elle tourné à la bousculade, à des tirs et au carnage à Gaza ? La communauté internationale réclame une enquête. Et puis le courage des milliers de Russes qui ont scandé le nom d'Alexeï Navalny pour ses obsèques à Moscou cet après-midi. L'opposant à Vladimir Poutine, mort en détention dans une prison de l'Arctique. Les vraies voix Sud Radio. Ils ont dû écourter leur visite, les ministres de la Transition écologique et de l'Agriculture, ciblés par des œufs et des sifflets. On l'entend il y a quelques minutes. Christophe Béchu et Marc Fesneau se trouvaient alors sur un événement au stand de l'Agence de la Transition écologique, l'ADEME. Ils ont dû un peu écourter. Sur la vingtaine de manifestants, certains se disent membres de la FNSEA de Seine-et-Marne. Pourtant, ce matin, après la manifestation des tracteurs de la coordination rurale près de l'Arc de Triomphe, c'est un proche de la FNSEA qui dénonçait une forme de surenchère. Arnaud Gaillot, le président du syndicat Jeunes Agriculteurs. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. Nous, je pense que le mot d'ordre avait été clair. Le salon de l'agriculture doit rester le temps aussi de l'échange, du contact avec notre concitoyen. À un moment donné, la surenchère, faut pas continuer indéfiniment dans ce mouvement. Les agriculteurs sont des chefs d'entreprise, ils ont autre chose à faire qu'être dans les rues. Ce pays a autre chose à montrer que juste des manifestations. Toutes les choses sont sur la table. Les simplifications, elles ont été identifiées. Oui. Les besoins de compétitivité entre la différence des modèles, elles sont connues, elles sont identifiées. On est dans le temps du travail. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire ce métier-là. Il y a des gens qui y croient. Il n'y a pas que des gens qui sont là pour tout casser, pour tout remettre en cause. Le président des Jeunes Agriculteurs, Arnaud Gaillot, micro de Jean-Jacques Bourdin au Salon de l'Agriculture, qui se refermera donc dimanche. Dans ce contexte, Lactalis indique avoir trouvé un accord sur le prix du lait à 425 € les 1000 litres de lait de base, soit 5 € de plus que la dernière proposition. Accord trouvé avec la principale organisation des représentants des éleveurs laitiers. Une réaction très rapide, Philippe Bilger. Je ne m'habituerai jamais à ces violences, aussi bénignes qu'elles soient, à l'encontre des ministres ou d'autres personnalités officielles. Je ne les tournerai jamais en dérision, c'est insupportable. Moi, je dis attention au syndrome des gilets jaunes. Ça a commencé dans la sympathie, c'est ensuite empiré, et finalement l'opinion s'est un petit peu retournée contre les gilets jaunes. Pour l'instant, les agriculteurs, on le voit en poupe pour la sympathie. Attention s'ils continuent dans la violence et l'excès. Un mot très court, Virginie Calmels. Je trouve pas les agriculteurs violents. Je suis d'accord avec Philippe sur le fait que c'est jamais bien d'attaquer des élus. Mais là, on est en train de parler des œufs. Je crois qu'il y en a eu souvent quand même au Salon de l'Agriculture. Non, je les trouve pas violents et je voudrais pas justement qu'on mélange ce combat avec d'autres qui ont montré beaucoup de violence. Non, mais ça commence comme ça avec des œufs. Pardon, on termine. Deuxième mot, cette distribution d'aide qui a viré au drame à Gaza. Une bonne partie de la communauté internationale souligne l'urgence d'un cessez-le-feu humanitaire et réclame une enquête après des tirs israéliens sur des civils palestiniens hier et une bousculade pendant une distribution d'aide humanitaire à Gaza. Bilan, plus de 110 morts selon le Hamas qui dirige l'enclave. Les Nations Unies en tout cas reprochent à Israël de ne pas avoir su gérer cette distribution alimentaire, se faisant déborder par une foule affamée. Les États-Unis de leur côté estiment désormais que 25 000 femmes et enfants palestiniens ont perdu la vie depuis le début de la guerre suite à l'attaque du 7 octobre. 25 000 morts, donc sans compter les hommes adultes. Et troisième mot, courage, des milliers de Russes ont rendu hommage à Alexeï Navalny pour ses obsèques.
Et oui, dans une Russie où les opposants à la guerre d'invasion en Ukraine sont de plus en plus sévèrement muselés, ils étaient des milliers environ à prendre le risque, difficile de dénombrer précisément, une foule en tout cas, à défier le Kremlin. Le pouvoir russe ne voulait pas de rassemblement d'hommage à l'opposant mort en détention dans un camp de l'Arctique hérité du Goulag. D'ailleurs, les enfants et l'épouse d'Alexeï Navalny n'ont pas assisté à ses obsèques, un réfugié à l'étranger par mesure de sécurité. Obsèques, cercueil ouvert, selon le rite orthodoxe pour cet opposant à Vladimir Poutine, opposant notoire aussi évidemment à cette guerre d'invasion en Ukraine. Merci beaucoup Félix Mathieu. Terrible de se dire en un mot, Philippe, à quel point même ceux qui assistent à l'enterrement sont des héros, compte tenu de ce qu'ils risquent. Virginie Calmels. Moi, je trouve quand même que les images qui nous sont parvenues sont étonnantes, parce que justement, si le pouvoir ne voulait peut-être pas, il a quand même laissé faire et laissé. C'est pas, on est loin de la démocratie, mais enfin quand même, ce rassemblement est intéressant parce qu'il est parvenu sur toutes les télés. C'est intéressant. Non, je suis d'accord avec vous, Virginie, mais juste après les images, ils viennent quand même d'arrêter le vice-président d'un parti d'opposition à Moscou. Hein. Ils viennent de l'arrêter déjà. Donc Poutine, je laisse un peu les images et ensuite j'arrête. Merci beaucoup Félix Mathieu. Tout de suite, à 100 jours des Européennes, un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio dévoile que 56% des Français ont une image positive de Jordan Bardella. Et à parlons vrai, est-ce que Jordan Bardella a fait le trou qu'il est désormais irrattrapable par ses concurrents? Est-ce que quand Valérie Hayé déclare sur TF1 que sa mission est très claire, c'est de gagner, c'est mission impossible? Parlons vrai, est-ce qu'en cas de gros succès, il deviendrait le candidat naturel du RN pour 2027? Et à cette question, Bardella est-il le grand favori des Européennes? Vous dites oui à 55% sur Twitter. Vous voulez donner de votre avis? Le 0826 300 300 avec nous. Quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, en plus une vraie voix, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Dans le sondage, 52% des Français considèrent Jordan Bardella comme compétent. A-t-il un avantage dans ce domaine sur Marine Le Pen? C'est une question qui se pose. On sait très bien que Marine Le Pen a eu un vrai déficit là-dessus, notamment lors du débat présidentiel entre deux tours. Mais on a vu aussi, au fur et à mesure, les critiques, le mauvais souvenir de ce débat s'estomper. Mais c'est vrai que Jordan Bardella amène une rupture, une logique de distinction par rapport à Marine Le Pen, même si également, on l'a vu au salon de l'agriculture, de ne pas faire montre d'une compétence exceptionnelle sur les grands dossiers agricoles. Mais en tout cas, au-delà d'une rivalité possible entre les deux que personne ne peut anticiper et qui pour l'instant n'existe pas, Marine Le Pen a la chance pour la première fois dans son histoire politique d'avoir un numéro 2 qui la protège et qui lui permet de prendre du champ. On vous retrouve tout de suite Frédéric Dabi, vous voulez réagir et interagir avec les vraies voix. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Virginie Calmels et René Chiche qui s'essayent à la chanson française. Tout à fait. Chante pas mal d'ailleurs. Non, parce qu'on s'est découvert une passion commune avec Virginie Calmels pour Nicole Croisy. Oui, qui était il y a quelques jours, quelques semaines maintenant chez notre ami Jacques Pessis. Absolument. Dans l'excellente émission qui s'appelle Les Clés d'une vie. Ah oui. Et donc tout de suite, c'est l'heure du grand débat des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Rien n'est gagné. Ces élections européennes sont des élections, bien sûr, internationales, puisque ce sont des élections européennes, mais ce sont d'abord et avant tout des élections de mi-mandat. Jordan Bardella, il n'est pas au Parlement européen. Il ne participe pas au débat européen. Il a été payé pendant 5 ans par le contribuable pour ne rien faire au Parlement européen. Pendant des mois, il a dit qu'il était le premier écologiste de France et de Navarre. Aujourd'hui, depuis qu'il y a la crise agricole, il dit qu'il faut mettre à bas le Green Deal. C'est ça la mystification et le mensonge du RN. Jordan Bardella bénéficie de traits d'image assez positifs dans la dernière balise IFOP fiduciale pour Sud Radio. 56% des sondés le jugent sympathique et 52% le jugent proche de leurs préoccupations. Alors pour vous, est-ce que Jordan Bardella a fait le trou et qu'il est désormais irrattrapable par ses concurrents pour les européennes? Puisque selon les enquêtes, il est entre 10 et 12 points au-dessus de Valérie Hayé de Renaissance. Est-ce que quand la même Valérie Hayé déclare sur TF1 que sa mission est très claire, c'est de gagner, c'est devenu mission impossible? Et est-ce qu'en cas de gros succès, il deviendra le candidat naturel du RN pour 2027? À cette question, Bardella est-il le grand favori des Européennes? Vous dites oui à 56%. Avec nous, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Avant de vous donner la parole, Frédéric Dabi, tour de table des vraies voix, Philippe Bilger. Est-ce que pour vous, il est le grand favori?
Oui, et d'ailleurs ça n'est pas très original de répondre positivement. Je pense qu'il va gagner les élections européennes. Alors il sera intéressant de voir l'écart qu'il aura avec le deuxième, mais je rejoins tout à l'heure ce qu'a dit Frédéric Dabi. Les vertus qu'on prête pour l'instant à Jordan Bardella, qui sont incontestables à mon sens, sont des vertus d'apparence, sont des vertus de tenue. Je ne suis pas persuadé que sur le plan de la compétence, avec le dernier couac que Marine Le Pen a dû réparer au salon, il a probablement montré des faiblesses dès l'instant où on va au fond des programmes. Mais pour le reste, je ne crois pas une seconde que, contrairement à ce que d'aucuns affirment, il constituera, même s'il gagne largement les européennes, un rival pour Marine Le Pen. J'ajoute qu'elle a habilement joué en annonçant d'emblée que si elle gagnait l'élection 2027, il serait son Premier ministre. René. Alors, comme Philippe, oui, la réponse est oui, c'est le favori. Il suffit de voir les sondages et normalement, il devrait gagner. Maintenant, est-ce qu'il gagnera avec autant de points d'avance sur la seconde liste, qui serait peut-être Renaissance, puisque là, je crois que ça lui donne à peu près 10-11 points d'avance. En Renaissance, c'est également très en tête par rapport aux autres listes derrière. Hein. Bon. Les autres listes qui sont en dessous de 10, Renaissance qui est entre 15 et 20 schématiquement, selon les différents instituts. En même temps, Jordan Bardella, depuis quelques mois, non seulement dans le cadre de cette campagne européenne, mais aussi dans le cadre de la vie politique, il jouit quand même d'une omniprésence médiatique quand même assez exceptionnelle. On le voit partout, on l'entend partout, et lorsqu'on se met dans l'optique des élections européennes, il a quand même un avantage, parce qu'en face c'est le vide. Hein, franchement, à part peut-être un peu Raphaël Glucksmann qui tire son épingle du jeu, on peut pas dire que les autres listes pour les européennes soient menées par des dirigeants. Même Bellamy pour l'instant n'arrive pas vraiment à faire son trou. Pour l'instant, moi c'est mon opinion, il est un peu terne. Bon, je vais pas revenir sur les autres listes. Et enfin, je terminerai là-dessus. Pour moi, et je suis d'accord avec Philippe Bilger, pour moi, pour l'instant, Jordan Bardella, c'est un excellent produit marketing. Pour Marine Le Pen, c'est un excellent, un excellent Premier ministre futur. Effectivement, si la victoire du RN aux élections européennes est énorme, ça sera un avantage pour Marine Le Pen. Elle a déjà annoncé que ça sera son Premier ministre, c'est donc un ticket. Mais j'aurais bien voulu voir, et je termine, Jordan Bardella, comme l'a fait Macron l'autre jour face aux agriculteurs, discuter avec quand même, quoi qu'on aime ou qu'on n'aime pas Macron, avec autant de compétences, quand même d'intensité et de passion. Je ne pense pas que Bardella aurait été à la hauteur de ce débat. Virginie Calmels. Indépendamment de tout ce qui vient être dit, et je ne vais pas le répéter, moi, il me semble qu'ils sont quand même servis incroyablement, le RN, par les événements successifs. Je rappelle que le Conseil constitutionnel retoque une immense partie de la loi immigration. Ouais. Donc, mécaniquement, ils prennent des points. Derrière, on a le Conseil d'État qui nous sort cette directive sur l'ARCOM et la pluralité des médias, où on a l'impression qu'il y a une police de la pensée, ainsi de suite. Là encore, on les sert et ils vont reprendre des points. Quand Pierre Moscovici explique qu'il n'a pas sorti le rapport parce que, justement, on était en plein vote de la loi immigration, eh bien, ils reprennent des points supplémentaires. Quand vous regardez ce gouvernement qui, quand même, a été lent dans l'accouchement pour finalement avoir des nominations étonnantes, et notamment, par exemple, je ne veux pas le stigmatiser, mais Stéphane Séjourné au Quai d'Orsay, la force des grands partis de gouvernement, c'était d'avoir on va dire des personnalités qui étaient des têtes d'affiche, mais avec une seniorité. Et là, on nous met des personnes un peu inattendues, pour ne pas dire plus, comme Stéphane Séjourné au Quai d'Orsay. Mais que se disent les gens ? Que finalement, ce qui était un point faible du RN, c'est-à-dire d'être un peu seul, alors maintenant Marine Le Pen n'est plus seule parce qu'il y a Jordan Bardella, il y en a quelques-uns autour aussi, Sébastien Chenu, Jacobelli, Tanguy, etc., qui commencent quand même à être connus des Français, mais c'est surtout en regard de ce que nous avons aujourd'hui au gouvernement que les gens se disent finalement le RN, ça va pas forcément être pire parce qu'on n'a pas des poids lourds, on n'a pas des figures de compétences. C'est pour ça que je ne sais pas moi quelle est la compétence de M. Bardella. Ce qui est sûr, c'est que on n'a pas des contrepoids qui affichent une compétence extrêmement supérieure. Donc ils sont très servis. Et puis je passe sur le zigzag politique sur l'éducation nationale. Mais enfin, passer de Blanquer à Pape-Daye, puis à Attal qui prend 15 points parce qu'il est en ligne avec les Français, on nous le retire pour être PM, et pourquoi pas ?
mais pas pour mettre Madame Belloubet. Enfin, vous voyez, je crois que c'est, en fait, le RN bénéficie de la faiblesse en regard de ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, au sein du gouvernement. Frédéric Dabi, pour faire la synthèse entre toutes les vraies voix, je rebondis déjà sur Virginie Calmel, on a l'impression finalement que Renaissance fait tout pour que le RN soit au plus haut. Non, je ne dirais pas ça. Ça me paraît pas ça. C'est un peu provoquant. Ça, faut pas être caricatural. Non, moi, ce que je dis, c'est qu'on voit très bien dans toutes nos enquêtes à quel point, vous voyez, il y a une sorte de glissement. Lors du dernier quinquennat, Philippe, la question que posaient les Français parfois, ou qui agitait des débats politico-médiatiques, c'était Marine Le Pen pourrait-elle gagner la présidentielle? Là, aujourd'hui, c'est peut-elle perdre. Tellement, effectivement, les planètes semblent alignées. Et j'en ai une qui est absolument incroyable parce qu'elle est en plus exogène. Elle n'est pas du fait de Marine Le Pen. N'oubliez pas que ces élections européennes, pour lesquelles le RN est favori, pour lesquelles Jordan Bardella a pour l'instant une dizaine de points sur la liste Renaissance de Valérie Hayé, même si la campagne n'a pas commencé, prudence absolue, mais on imagine mal un renversement, c'est le seul scrutin national du quinquennat. Ce qui fait que ça place le Front National, le Rassemblement National, à l'issue de ce scrutin, s'il est favorable pour lui, en orbite pour 2027. Il n'y aura pas, comme en 2015 pour la présidentielle de 2017, comme en 2021 pour celle de 2022, des élections régionales qui avaient cassé la dynamique RN, des élections à 2 tours, qui sont comme des mini-présidentielles régionales, si je puis me permettre cette image un petit peu audacieuse, qui fait que le RN faisait des bons scores au premier tour et se fracassait sur une logique d'élimination au second tour. Tout ça n'existe pas. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, qui est l'arme anti-RN par excellence, on l'a vu en 2017 et 2022, n'est plus candidat en 2027, et effectivement, son image est très abîmée, et de plus en plus, je vois dans nos enquêtes qualitatives, on a des propos du genre Marine Le Pen, c'est son tour, on ne l'a jamais essayé, pourquoi pas? De toute façon, si elle est au pouvoir, elle ne fera pas complètement ce qu'elle voudra faire. Et c'est vrai que la question du personnel politique qui a été avancée par Virginie Calmel tout à l'heure est plutôt pertinente. Ça, je dirais, installe le RN dans une alternative et non plus dans cette logique de parti tribunétien brouillon qui ne servait à rien, qui est maintenant l'apanage de la France insoumise. Philippe Bilger. Et après, on part au 0826 300 300. Frédéric, oui, Philippe. J'ai l'impression que le conseil qu'avait donné Emmanuel Macron de contester politiquement le Rassemblement national et d'arrêter l'opprobre éthique n'a pas été suivi à la lettre. Et je complète cette question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, la parole du président, si elle convainc encore un socle relativement substantiel, Philippe évoquait tout à l'heure 15-20%, tout de même n'est plus cru sur le plan de la dénonciation du Rassemblement national. J'ai l'impression que c'est cette volonté d'annoncer le pire ne convainc plus grand monde. Est-ce que c'est une erreur de penser cela ? Non, je suis plutôt d'accord avec vous, mon cher Philippe. C'est vrai que la posture morale sur le RN, la diabolisation liée à ses origines historiques, ne marche pas. Ne marche plus auprès de beaucoup de Français. Dans notre radioscopie du mois de juin dernier, une fois fiduciale pour le JDD et Sud Radio, vous voyez que chez les plus jeunes électeurs du RN, c'était un vote d'adhésion. La posture morale peut marcher, peut être une sorte d'ingrédient supplémentaire, un exhausteur de goût, si je puis dire, entre les 2 tours d'une élection présidentielle, quand il faut actionner une logique d'élimination. Maintenant, sur votre autre remarque, oui, je trouve que, alors d'ailleurs, je ne sais plus ce que vous disiez, j'ai un trou de mémoire. Non, disons en gros, la parole présidentielle n'est plus démonétisée. Excusez-moi. Voilà. Oui, alors moi je trouve que effectivement, elle n'est pas complètement démonétisée parce que Emmanuel Macron, les Français ont la mémoire d'un président qui depuis 2017 a souvent fait des annonces capitales, des annonces qui ont changé leur vie. Le confinement, la guerre en Ukraine, le Covid. Mais pour autant, c'est peut-être moins accentué que le Nicolas Sarkozy de 2010-2012 ou du François Hollande des dernières années de son mandat. Sa parole, l'émetteur, est relativement abîmé. En revanche, l'émetteur Attal est un émetteur très efficace. On atteste la différence assez forte de popularité entre Emmanuel Macron et son Premier ministre, qui lui apparaît
parler simple, parler vrai et créditer d'une réelle efficacité. On part au 0826 300 300. Tout de suite, notre vraie voix du jour. Rebonsoir Gilles des Landes. On vous écoute. Eh bien, rebonsoir. Je vais être rapide. Je pense qu'effectivement, M. Bardella est favori dans cette prochaine élection européenne qui a lieu au mois de juin. En revanche, j'ai une impression assez bizarre. Je pense effectivement, comme Philippe le disait très justement tout à l'heure, que tout est fait pour. Je prendrai un seul exemple. C'est celui de la nomination aujourd'hui ou hier de la tête de liste de la majorité entre guillemets, que personne ne connaît, et qui arrive comme ça 3 mois avant les élections, alors que les autres partis ont leur tête de liste depuis un certain temps, ils sont en campagne depuis longtemps, et là on découvre quelqu'un que personne ne connaît, et c'est la tête de liste du parti du parti présidentiel. C'est bizarre, moi je trouve ça très très bizarre. Alors Gilles, restez avec nous, direction Toulouse. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir vous. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est un candidat qui a des convictions. Je pense que notre président aujourd'hui, il est capable de répondre comme un professeur, de nous donner des explications, mais quand il s'agit de prendre des décisions et de voir sa vision, d'arriver à prendre sa vision, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que Virginie n'a pas noté le gros couac sur l'envoi potentiel de troupes, où on vient d'afficher que l'Europe n'enverra jamais de troupes en Ukraine. Et donc, ça a l'effet strictement opposé. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Monsieur Bardella, il pourra nous protéger. Je pense, s'il passe à l'Europe, il pourra nous éviter d'avoir une nouvelle fois Madame van der Leyen, présidente de commission, qui aujourd'hui, pour laquelle on a encore des gros doutes de corruption, quoi. Et c'est quelqu'un qui est attentiste. Alors, qui est terrible à cause de ça. Richard, on fait réagir les vraies voix rapidement. Virginie Calmel, c'est René Chiche. Non, Richard a parfaitement raison de souligner cette déclaration d'Emmanuel Macron sur l'envoi potentiel de troupes en Ukraine, parce qu'au fond, la peur change de camp. Ça veut dire que pendant longtemps, le Rassemblement national faisait peur. Il a d'ailleurs été diabolisé, mais il faisait peur. Pourquoi ? Parce qu'on avait le sentiment qu'il pouvait sortir de l'euro. Ça, les Français n'étaient pas prêts à ça. Qu'il y avait des mesures qu'on avait l'impression qu'ils étaient totalement incompétents. Et là, ce qui est terrifiant, me semble-t-il, c'est que, et je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est qu'on dirait que Renaissance ne prend pas en compte, ou le fait même, on se demande à quel point il force le trait pour rendre le RN présentable et finalement rassurant, alors que c'est Emmanuel Macron qui a des positions qui peuvent paraître un peu intempestives à certains moments, et là notamment sur cet envoi des troupes après démenti de l'ensemble des chefs d'État qui étaient rassemblés avec lui. Ça a donné l'image de quelqu'un qui avançait un peu seul, sans beaucoup de préparation, même s'il a dit que ses propos étaient très mesurés et réfléchis. Et du coup, le Rassemblement national à côté apparaît beaucoup plus constant et voire posé. Donc effectivement, moi je partage ce qui a été dit, on a l'impression quand même, et la tête de liste, inconnue, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'ils se battent vraiment pour que le RN ne triomphe pas. Un mot rapide, René Chiche. Oui, non, moi je reste juste sur la compétence de Jordan Bardella. Moi, je crois qu'il ne faut pas s'enivrer actuellement de son omniprésence médiatique, de ses prestances à la télévision, de son côté bon chic, bon genre, gendre idéal. Je ne sais pas s'il a vraiment les compétences. Moi, je me souviens qu'ici, face à Jean-Jacques Bourdin, il avait oublié que des députés RN avaient déposé un amendement pour le travail des immigrés illégaux dans l'agriculture. Il ne le savait pas. Il a fait quand même une bourde avec les prix planchers. Il a aussi fait une grosse bourde face aux jeunes Benjamin Duhamel concernant l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que lors d'un débat vraiment avec quelqu'un de costaud, est-ce qu'il a les compétences ? Et c'est une question que je peux poser à Frédéric Dabi. Justement, Frédéric Dabi, on parlait de Valérie Hayé, qui n'est pas quand même la personnalité la plus connue. Après, toutes les autres listes sont au mieux à 10%, 10,5%. Donc le trou est fait entre 1 RN, 2 Renaissance. Est-ce que le choix de la tête de liste Renaissance est une erreur ?
Non, je dirais pas c'est une erreur. Et il est en continuité de 2019, où à l'époque LREM avait choisi Nathalie Loiseau, qui était parfaitement inconnue des Français. C'est parce qu'on sait que le vote européen est un vote d'étiquette. C'est un vote de marque partisane. Mais, et par rapport à nos débats sur Jean Bardella qui incarne, par rapport à Gabriel Attal qui incarne, les élections européennes changent de nature. Elles deviennent un vote d'incarnation, un vote où il y a en plus beaucoup de sortants. Et c'est vrai que c'est un vrai pari pour Valérie Hayé, et il ne faut pas se cacher les choses. Elle va progresser en notoriété, mais elle ne sera pas une personnalité incontournable comme certaines de ses concurrents. Et dans ce cadre, le vote pour Renaissance, ça sera un vote Macron, ça sera un vote Attal, ça sera un vote de soutien à la majorité, ça sera un vote sur l'Ukraine. Valérie Hayé, de ce point de vue-là, sera comme Nathalie Loiseau un élément autour de ça, mais pas l'élément central. C'est en cela que La République En Marche et Renaissance sont en continuité par rapport au précédent scrutin. Le risque pour eux, c'est que les temps ont largement changé par rapport à ces 5 dernières années. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Partagé, Philippe. Verdict, vous êtes 57% à penser que Bardella est le grand favori des Européennes. Et maintenant, là, ça va être le marché de Brive-la-Gaillarde pour faire du Georges Brassens, la foire d'Empoigne ou la mêlée ouverte, le RUT. On se retrouve dans quelques instants pour le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche et Virginie Calmel. C'est l'heure du qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Gilles Deslandes, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes d'une terre de rugby, donc vous allez pouvoir leur rentrer dedans dans la couenne, leur mettre des tampons et des caramels, comme on dit. Oui, je suis bien d'accord avec vous, mais j'ai quand même affaire à des pointures. Hein. Alors là, je vais rester modeste. Allez. Oui. Vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Qui c'est qui l'a dit sur Raphaël Glucksmann? Il devrait être avec nous et il le sait. Il serait beaucoup plus efficace pour porter ses idées et avoir des résultats. Gilles. On vient d'en parler avec Frédéric Daly. Villani. Comment? La tête de liste de LR. Non. Valérie Hayé. Valérie Hayé. Et bonne réponse de René Chiche qui marque 3 points. Oh là là, on a à peine le temps. Qui c'est qui l'a dit à 2 points sur l'affaire Gérard Miller? C'est sidérant. J'ai un sentiment de trahison. Alors Gilles. Ah, c'est pas. Attends. Gilles. Non. Je donne ma langue au chat. Clémentine Autain. Il a été. C'est le plus rapide. Mais non, c'est moi. Non. Oh là là. Sérieusement, c'est moi. On va faire sortir la barre. René, non, mais Philippe, même Philippe a dit rien. Tout le monde l'a dit en fait. En fait, tout le monde le savait. 2 points à tout le monde. 2 points à René. Incroyable. C'est incroyable. On le savait tous. Je l'ai dit avant. Qui c'est qui? Cécile n'est pas là, non, mais donc non. T'as failli parler avant même l'auditeur. Qui c'est qui On l'a est dit? d'accord qu'on laisse Gilles. l'auditeur d'abord. Qui c'est qui? Question à 1 point. La vie politique, on prend des coups. Maintenant, on avance à moins de 150 jours des Jeux Olympiques pour rendre les Français fiers et heureux de recevoir le monde entier. Alors, je vous aide. C'est une ministre qui a fait un bad buzz il n'y a pas très longtemps. Gilles. Aïe. Langue au chat? Je sais pas. C'est moi. Non mais AOC, appellation de contrôlée, AOC. J'ai dit Oudéa Castéra le premier. Alors j'ai deux points. Non mais il n'y a pas un moyen de réécouter là de. Non, René, vous êtes exclu. Mais j'ai dit Oudéa Castéra AOC. Mais AOC, ça va plus vite. Appellation d'origine contrôlée. AOC, c'est comme des SK, ça va plus vite. Excuse-moi, ça va plus vite dans ce genre de truc. Et c'est moi qui l'ai dit le premier. Non mais il faut remettre pour tout le monde là. Prochaine question, elle est à 1 point. Qui c'est qui l'a dit? Gilles. Oui. Les animaux du salon de l'agriculture sont épuisés après 15 jours sous la lumière artificielle, dans le bruit et dans des enclos trop petits. Ils prennent des médicaments pour être calmés. Je n'irai pas dans ce hall. Gilles. Un écolo. Oui, sûr. une écolo. Une écolo. Aïe. Langoucha. Rousseau. Ah oui. Bonne réponse de Philippe Bilger. Rousseau. Moi je le savais. Il dit pas le prénom. Non, il dit pas que c'est un autre réponse. Jean-Jacques Rousseau. Langoucha, on a le droit de parler alors. Vous êtes exclu. Jean-Jacques Rousseau. Quel dit le prénom? Moi j'essaie de respecter les règles. S'il vous plaît. Il avait dit qu'il savait pas. Voilà.
Non, Vous êtes prêts? Langocha, il n'a pas répondu oui, donc moi j'attendais qu'il réponde. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, Gilles? Le seul élément pour contrer les attaques informationnelles, c'est que les gens soient éduqués à identifier les fausses informations. C'est un ministre. Attal. Non. C'est pas Barrot? Non. Ministre. Ministre. Un ministre important en plus. Le maire Darmanin? Non. Le maire? Non. Béchu. Non. Séjourné. Bonne réponse. Je le savais. C'est valable si longtemps après. Hein. Oui, non, c'est Non, mais valable. je faisais le durée suspense. Autre question à 3 points. Qui c'est qui l'a dit? C'est la dernière. Macron a raison d'être lucide et de nommer l'ennemi. Je rappelle que Mélenchon, Le Pen et Zemmour raillaient il y a 2 ans lorsque Macron alertait sur l'invasion de l'Ukraine. Gilles, c'est une ministre. Je sais. Je sais pas. Encore. 3 points chacun. Oh non. Mais c'est incroyable. Mais non, mais il est nul. À chaque fois. Mais c'est qui est nul? Il est énervé parce que Vous l'avez dit en même temps. Je vais la donner en même temps. Vous l'avez dit en même temps. Il est énervé parce qu'à chaque fois je le bats. Non, je t'assure en même temps. Mais S'il vous plaît. il bénéficie de l'aura. Voilà, la vérité sort de la bouche de Véronique Gilles, Elmels. merci à vous. Vous avez été Fanny, c'est vrai qu'il y avait Il des m'a pointures piqué en face. Sandrine Rousseau tout Et à je l'heure. vais dire, je reconnais que c'est René Chiche qui a gagné devant Philippe Bilger. Oh là là, René, quel talent. Allez, on se retrouve dans faut être quelques bon instants perdant. pour le journal. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche, Virginie Calmels. Ils sont dans une forme olympique aujourd'hui. Magnifique. C'est sûr. Je suis un peu offensé Pourquoi? d'avoir injustement perdu. Non, il y a le injustement qui est de trop. Vous êtes un arbitre, j'allais dire, singulièrement corrompu par l'amitié. N'importe quoi. Et vous êtes un tricheur Non. chaque semaine. C'est inexact. Bonsoir. Si, monsieur. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Au menu de Vous avez la parole. Et dans un instant, on va partir dans les Pyrénées, car oui, on est le 1er mars, vous en parliez avec Rémi André, mais dans beaucoup de stations, c'est comme si c'était non pas le printemps, mais l'hiver qui venait d'arriver. En tout cas, la neige, effectivement, vient de tomber, et finalement, beaucoup de stations rouvrent leurs pistes. Depuis des années, on glose et on se plaint de la désindustrialisation de la France, et le moins qu'on puisse dire est que les écologistes d'Ille-et-Vilaine se transcendent pour que la France ne se réindustrialise pas. Après avoir fait échouer l'ouverture d'une usine Leduf, qui aurait créé 500 emplois non délocalisables et représentait 250 millions d'euros d'investissement en multipliant les recours juridiques au nom de la défense de l'environnement, c'est à Liffré, à 20 km de Rennes, c'est maintenant à Rennes que le pouvoir de nuisance des écologistes frappe. Et désormais, ce n'est plus une usine de viennoiserie, mais une usine Safran qui représente 80 millions d'investissements et plus de 200 emplois, à laquelle les écolos de la ville de Rennes s'en prennent, alors que la maire socialiste Nathalie Appéré, alliée de ces mêmes écologistes, se félicitait de l'implantation de cette usine high-tech. Pourquoi? Parce que cette usine va produire des pièces de moteurs d'avion, et que je lis une partie du communiqué, et je vais vous lire tout de suite une partie du communiqué des élus municipaux écologistes. Début de citation. Au regard des urgences climatique, l'aviation n'est pas un secteur d'avenir. Pour respecter nos limites planétaires, le défi prioritaire de ce secteur est plutôt de réduire drastiquement le nombre de vols. Fin de citation. L'avion, pas un secteur d'avenir ? Les 11 ans de carnet de commandes d'Airbus le prouvent. On ne sait pas si ce que fument les écologistes rennais c'est de la bonne, mais en tout cas c'est de la forte. Des écologistes qui se plaignent dans le même communiqué que Safran a relocalisé une production en France qui était aux États-Unis. Vous ne rêvez pas. Où les écolos passent, l'emploi trépasse. Il y a quelques jours, Marie Toussaint, la tête de liste écologiste aux législatives, avait déclaré dans le studio de Sud Radio: nous ne sommes pas là pour emmerder le monde, mais pour le sauver. Le seul problème est qu'entre-temps, ils auront détruit l'agriculture et l'industrie française. Philippe Bilger. Vous avez totalement raison, Philippe, mais comme on ne parviendra jamais à réduire le délire des écolos militants de l'extrême, eh bien, il faudra un jour se poser la question sur l'état de droit qui permet les recours permanents et empêche la réindustrialisation de la France. Virginie Calmels. 100% d'accord, c'est insupportable. Et puis il y a un moment donné où il faut hiérarchiser les priorités. Est-ce qu'on veut plus d'emplois? Est-ce qu'on veut protéger les individus plutôt que la petite espèce rare ou les écolos? René Chiche. Moi je suis tout à fait d'accord avec vous trois.
Parce que lorsque je viens d'entendre ces propos des écologistes de Rennes, c'est complètement aberrant. Mais est-ce que les pouvoirs publics ne peuvent pas intervenir au bout du compte pour... Après les recours juridiques, le DUF a jeté l'éponge. Ça aurait mis, pour ouvrir son usine, ça aurait mis au mieux 10 ans. Depuis le début des recours, il a arrêté au bout de 5. Bon, en même temps, je pense qu'ils sont en complète déconnexion avec les réalités locales des gens qui, à mon avis, n'approuvent pas ce genre de choix. Et parfois financés avec des fonds publics. Hein. Oui, donc quand même, il y a des moments où on marche sur la tête. Merci. Tout de suite, vous avez la parole. Allez, on va partir dans les Pyrénées où beaucoup de stations de ski ont finalement pu rouvrir leurs pistes ces derniers jours. Et oui, ça y est, la neige est tombée, le manteau blanc est là. Bonsoir Marie-Florentine Hulin. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. On voit que vous êtes équipé, chargé de communication de la station du Haut-Acam dans les Pyrénées. Bon, il était temps tout de même, on est quand même le 1er mars, ça fait vraiment tardif pour un début de saison de ski. Oui, effectivement, la neige était un petit peu tardive. Elle est arrivée donc ce lundi en grande quantité, 70 cm sur notre front de neige. Ce qui nous a permis d'ouvrir en totalité notre domaine le 19 février le 29 février. Oui. Voilà, donc tout le monde est heureux. On est super content d'avoir cette neige, cet or blanc qui recouvre notre piste. Voilà, ça y est, c'est lancé pour une petite durée, mais on prend ce qu'il y a à prendre. Pour une petite durée, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à quand ? Alors, on doit fermer le 10 mars, mais bien sûr, si la neige est encore là, on ouvrira encore plus sur certains week-ends courant mars. L'afflux est passé. Est-ce que vous avez eu un afflux de skieurs depuis que vous avez pu rouvrir ? Oui, tout à fait. La station du Haut-Acam est une station vraiment plébiscitée par les locaux, par les Palois, par les Gersois. Donc effectivement, l'affluence a été assez impressionnante ces derniers jours. Parce que j'imagine qu'arrivé à la fin février, on doit plus y croire là que la neige va arriver. Effectivement, elle a été annoncée, on en a eu un petit peu, on a ouvert, on a fermé, on a ouvert, on a fermé, mais voilà, elle est là, et écoutez, on en profite. Bah oui, vous en profitez. Plaisir. Vous avez fait comment en attendant la neige? Vous avez quand même proposé d'autres activités. Comment ça s'est passé avant cette réouverture des pistes? Alors, nous avons ouvert en mode sans neige. Nous avons des activités hors neige comme la montagne luge, de la zippy bike, c'est une traversée à vélo suspendu au-dessus du vide. Nous avons des descentes à bouée gonflables dans les airs et sur piste. Donc, le Haut-Acam est vraiment une station où même sans neige, on a de quoi faire. Est-ce que tout de même sur fond de réchauffement climatique, justement, vous vous posez la question des futurs hivers? Parce que bon, là, tant mieux, vous avez de la neige, mais est-ce que ça pose quand même cette question à long terme? Je pense que ça pose la question à long terme. Le Haut-Acam a décidé il y a bien quelques années déjà, même il y a 15 ans, d'investir dans la montagne luge, qui est là donc depuis 15 ans. Toutes ces activités sont arrivées il y a à peu près cet hiver. Oui, c'est une volonté pour nous de se diversifier sur du 4 saisons, proposer, on va dire, des activités hors ski quand il n'y a pas de neige, et même quand il y a de la neige, ces activités sont ouvertes. Donc c'est un complément même pour le non-skieur. Avec ou sans neige, et en l'occurrence avec depuis quelques jours, donc tant mieux. Merci beaucoup Marie-Florentine Hulin, chargée de communication de la station du Haut-Acam dans les Pyrénées, puis bonne glisse. Et puis là vous avez vraiment la tenue parfaite pour aller faire une petite descente ou un petit slalom. Regardez l'enneigement. C'est parfait. N'oubliez pas, l'important c'est le planter de bâton, c'est bien connu depuis quelques années. Allez, dans quelques instants, le coup de projecteur des vraies voix à 18h35, en interdisant l'abattage d'animaux sans étourdissement. S'attaque-t-on au droit des communautés juives et musulmanes? Vous dites non à 87%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Dans quelques instants, les tours de table de l'actualité. Le vôtre, Philippe Bilger. Marion Maréchal a de l'humour. Virginie Calmels. 59 000 fonctionnaires en plus en 2023. René Chiche. Bernard Arnault et la presse. On se retrouve dans quelques instants. Retour des vraies voix avec ce trio de choc. Philippe Bilger, René Chiche, Virginie Calmels. C'est l'heure des tours de table de l'actualité. T'as regardé les actualités régionales? Tour à tour, finaux. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et vous voulez parler de l'attaque dont a été victime Marion Maréchal hier au Salon de l'Agriculture. Je n'ai jamais douté de l'intelligence de Marion Maréchal, que j'avais eu la chance de questionner il y a quelques années. Évidemment, je pense qu'elle a politiquement, elle a commis une erreur en rejoignant Éric Zemmour.
Mais je n'imaginais pas que, confrontée à un jet de bière sur son visage, elle aurait cette réflexion que je trouve très drôle. Elle a dit, en riant, par un tweet, je vais continuer à mouiller la chemise pour les agriculteurs. J'ai trouvé ça très drôle. C'est très bien de la part d'une femme qui vient d'être un petit peu offensée par de la bière et qui réagit de cette manière. Je pense que Virginie, ça serait passé pour vous, vous auriez été la même. L'humour est souvent une bonne réponse, Philippe, et c'est bien de le souligner, effectivement. Ça prouve qu'elle se prend pas au sérieux, et surtout, ça donne de la chair à son combat aux côtés des agriculteurs. Donc ça, c'est chouette. René Chiche. J'approuve pas ses idées, mais je trouve qu'elle a une personnalité assez attachante et assez, elle a un bon contact avec les gens et elle sait réagir. Mais vous trouvez pas quand même que cette attaque aurait dû faire un scandale, parce que asperger de bière une personnalité politique, quelle qu'elle soit, Marion Maréchal, Mélenchon, Bayrou, qui vous voulez, c'est peut-être scandaleux. Oui, mais c'est scandaleux aussi. Voilà, c'est scandaleux pour tout le monde. L'homme était parfaitement éméché, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle l'a pris d'une certaine manière, sans exagérer. Il avait beaucoup bu, quoi. D'accord. Il avait déjà goûté la bière avant. Bon, en même temps, c'est les risques du métier, d'être comme ça dans l'action politique. On peut être confronté à quelque chose de pas très grave en l'occurrence. Mais imaginez que le type ait quelque chose qui puisse être létal, ça fait quand même peur, non? Les gardes du corps, la sécurité, vous trouvez pas? Non, mais ça, c'est sûr qu'on a quand même un vrai sujet sur les attaques répétées maintenant vers les personnes, notamment les politiques, mais plus généralement vers les policiers, les pompiers, même se font agresser. Enfin, je veux dire, ça, c'est un sujet beaucoup plus vaste, et je trouve qu'au Salon de l'Agriculture, c'est resté relativement bon enfant. Le tour de table de René Chiche, le gros appétit, parce que vous qui êtes un des plus grands patrons de médias que l'histoire ait connu, vous êtes le Citizen Kane des vraies voix. Non, mais vous connaissez mon éclectisme et mon talent, je peux parler chaque semaine de sujets très différents, vous avez remarqué. Et l'humilité. Vous ne le savez peut-être pas, son deuxième prénom est Modeste. Absolument. Ou le génie. Non, je voulais revenir sur Bernard Arnault, qui est un chef d'entreprise, bien sûr, que je respecte énormément, et que la France et le monde entier apprécient, bien sûr, à travers LVMH. Mais c'est aussi un grand patron qui a un gros appétit pour la presse. Bon, vous savez qu'il est quand même un patron de presse. Je le dis aux auditeurs de Sud Radio parce qu'ils ne le savent pas vraiment. Donc, j'apporte une information étant journaliste professionnel et sérieux. Donc, Bernard Arnault, c'est bien sûr Les Échos. Oui. C'est Le Parisien, c'est Radio Classique, c'est 40 à 45% du journal Challenge, c'est aussi Connaissance des Arts, et là il vient d'entrer dans le capital du leader de l'information numérique, qui est Webedia. Webedia, c'est Allociné, Pure People, enfin c'est énorme. C'est le groupe dirigé par le grand financier et homme d'affaires Marc... Véronique Morali, présidente. Mais le grand patron, c'est Marc... Vous allez le dire. Marc Ladré de la Charrière. Exactement. C'est Véronique Morali qui préside... Tout à fait, que vous connaissez. Bien sûr. Voilà, très bien. Donc il vient d'entrer dans le capital. On sait aussi qu'il étudie aussi le dossier un peu du Figaro. Et moi, en fait, je parle de lui parce que... Comment? Oui, alors, exactement, j'allais oublier. Il est rentré en négociation avec Paris Match. En négociation exclusive. C'était de ça que vous vouliez parler. Non, pas que ça. Il allait l'oublier. Non, c'est pas ça, c'est que il symbolise, c'est drôle, ça va être un petit peu, je vais un petit peu développer, pas très longtemps parce que j'ai pas le temps. Il symbolise quand même tous ces grands capitaines d'industrie qui se sentent un peu obligés d'acquérir des médias. Ça a commencé, souvenez-vous, avec Francis Bouygues. Vous avez pris TF1 en 86. C'était TF1 en 86, 87, oui, c'est ça, 87. Berlusconi, avant, il était dans l'immobilier. Avant d'avoir des chaînes de télévision. Et depuis, en France, on a quand même maintenant de nombreux grands capitaines d'industrie comme Arnault, Bolloré, Xavier Niel, Rodolphe Saadé, j'en oublie un autre, Patrick Drahi, même d'autres. Voilà, Kretinsky. Elle aime bien, elle est bien avec moi, elle est cohérente avec moi là, Virginie Emrad. Non mais je veux elle apprécie ma chronique. René, je t'aide parce que tu oublies des petites choses. Non, mais j'allais le dire. J'allais le dire, mais vous me laissez pas le temps de parler, j'allais le dire. Mais vous êtes déjà très long. Non, oui, j'ai pas fini. J'en ai encore pour longtemps. Non, mais ce qui prouve ça, c'est vous qui direz. Ce qui prouve qu'en France, c'est vrai, ça montre que on manque en fait de groupes de presse indépendants. Et c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais le groupe Entreprendre la Fond Presse est l'un des très rares groupes de presse indépendants qui n'est pas sous l'emprise d'un grand capitaine ou d'un grand groupe comme le sont tous ceux que je viens de nommer.
Ça prouve que peut-être on manque de capitaux aussi pour investir dans les médias. Et ça montre aussi une dernière chose, c'est que tous ces grands patrons que je respecte ont quand même toujours l'envie d'influer sur la vie politique, la vie sociétale d'aujourd'hui. Et ils éprouvent le besoin de se payer des groupes de presse, même si parfois ils ne sont pas rentables d'ailleurs. Philippe Bilger. Vous démarrez sur le ton de l'épopée et vous terminez par une absolue banalité. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire ? Mais c'est assez juste, René. Voilà. Mais pour Paris Match, Virginie a bien fait de vous rappeler. Oui, mais j'allais le dire en plus. Paris Match, c'est intéressant de voir à quel point ça n'est pas uniquement une volonté de pouvoir de la part de Bernard Arnault, mais il voit Paris Match comme le média emblématique de la France. Et c'est intéressant, c'est pour ça qu'il va le prendre. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, Lagardère était aussi un grand capitaine d'industrie avant d'être dans les médias. Oui. Ah oui, le père. Jean-Luc, pardon. Voilà. C'était juste pour montrer qu'en fait, en France, justement, les médias, sans ces grands capitaines d'industrie, peut-être que l'offre médiatique serait moins importante. Beaucoup plus réduite. Là pour apporter. Voilà. Virginie Calmels. Non, mais c'est intéressant de voir cette concentration dans les mains de quelques-uns. Ça évidemment télescope le sujet de la pluralité des médias. Vous avez tous vu cette commission d'enquête, ces auditions incroyables. Ah oui, c'est autre chose. Oui, mais c'est pas autre chose. Pour moi, c'est pas autre chose parce que au fond, tout ça participe, me semble-t-il, de quelque chose d'intéressant. C'est qu'il faut évidemment garder de la pluralité. Ça me semble capital, et donc il faut que la concentration s'arrête à un certain moment, et je pense que le groupe Arnault va effectivement sans doute racheter Paris Match, mais moi je suis favorable à ce qu'il y ait, et on les a cités, il y en a déjà pas mal, mais des acteurs diversifiés dans le domaine des médias. La concentration dans trop peu de mains serait préjudiciable à la pluralité et à la capacité à offrir des lignes éditoriales variées. Mais vous qui êtes un homme de médias, René Chiche, et c'est pas pour vous flatter, vous trouvez que la diversité, le pluralisme, il est réel dans les médias en France ? Moi je trouve, et moi c'est pour ça par exemple que même ce que fait CNews, par exemple, moi je suis tout à fait favorable, je l'ai déjà dit ici, à qu'un média, quoi qu'on dise, qu'un média d'opinion, mais où la diversité existe, je ne le dis pas, mais c'est quand même un média d'opinion qui a une certaine coloration quand même politique, on peut pas le nier, on peut pas être de mauvaise foi. Je trouve que c'est bien. D'ailleurs, c'est ça qui a fait le succès de CNews. D'ailleurs, c'est son identité quand même politique au niveau éditorial qui est différente des autres médias. Mais moi, je trouve que la diversité existe. Oui. Moi, je trouve que il y a quand même un choix éditorial. Alors, je parle de la presse, non pas la presse numérique. On est bien d'accord. On parle de la presse télé, de la presse papier. Moi, je trouve qu'elle existe, cette diversité en France. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger, il y a une bonne diversité? Oui, je suis assez d'accord. Et en même temps, René a raison d'insister. Je ne trouve pas choquant le fait qu'un Vincent Bolloré, il a tout à fait le droit de diffuser, de publier son projet conservateur. Mais tout à fait. Ça n'interdit absolument pas le pluralisme. Et d'ailleurs, c'est une nouveauté dans le paysage médiatique. Plus de diversité aujourd'hui qu'on en a eu à une certaine époque. Oui. C'est-à-dire que effectivement, alors, et Dieu sait que ça fait parler, mais avec l'émergence de CNews et l'entrée de Vincent Bolloré dans les médias, c'est vrai qu'il m'apparaît qu'on a davantage de diversité aujourd'hui qu'on en a eu à une certaine époque. Et pour terminer, même Sud Radio a apporté un ton novateur et avec non, c'est pas pour vous vanter, une véritable diversité dans l'expression. Mais c'est vrai. Qu'il n'y avait pas sur les autres radios. On nous le disait d'ailleurs beaucoup au Salon de l'Agriculture ces 2 derniers jours, et probablement aujourd'hui avec les équipes du Salon de l'Agriculture qui étaient, ça avait commencé avec donc voilà, ma chronique était excellente. Ça avait continué avec Jean-Jacques Bourdin, etc. et André Berkoff. Dans quelques instants, votre tour de table, Virginie Calmels, qui sera sur... Les fonctionnaires, 59 000 fonctionnaires en plus en 2023. Et en attendant, après le tour de table de Virginie Calmels, sera le coup de projecteur des vraies voix. En interdisant l'abattage d'animaux sans étourdissement, s'attaque-t-on aux droits des communautés juives et musulmanes? Vous dites non à 87%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger. Si je n'ouvre pas le micro, il va y avoir problème. Virginie Calmels et René Chiche. Le tour de table de Virginie Calmels, c'est sur le nombre de fonctionnaires. Oui, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. Nous avons des données qui nous parviennent de l'INSEE, et notamment là, en 2023, une hausse du nombre de fonctionnaires en France à 59 000 fonctionnaires en plus. Alors ça nous place à 6 millions de fonctionnaires, c'est-à-dire 22% de la population active. Et en même temps,
Notre gouvernement nous explique qu'ils vont simplifier. On est tous d'accord pour dire qu'on est trop bureaucratisé. Et en même temps, comme vous le savez, quand il y a plus de fonctionnaires, il y a souvent aussi plus de normes et plus d'administration. Donc c'est assez surprenant ces chiffres, notamment dans un pays qui croule sous la dette et qui a une dépense publique qui explose. Donc j'avais envie de le souligner. Je voulais aussi souligner que en Allemagne, en fait, on est dans des chiffres qui n'ont rien à voir, parce que nous avons 3,4 millions de fonctionnaires de plus que l'Allemagne à proportion de population respective. Donc on a un sujet de fonctionnement de nos services publics. Je pense que les Français ressentent que les services publics ne fonctionnent pas bien, et pour autant la réponse est toujours la même. Tiens, on va mettre davantage de fonctionnaires. Et ça ne marche pas. C'est le tonneau des Danaïdes. Tant qu'on ne s'attaquera pas à l'organisation, à la numérisation, à la simplification, et surtout, un de mes dadas, au management de cette fonction publique, eh bien malheureusement, on a des effectifs pléthoriques, on a beaucoup plus de monde, on a des gens mal payés, parce qu'on a toujours fait le pari du nombre et non pas des rémunérations. Et donc à la fin, eh bien on a des services publics qui, de l'avis, je pense, assez général, sont de moins en moins performants, alors qu'en parallèle, on a de plus en plus de fonctionnaires. Philippe Bilger. Vous avez raison, Virginie. Et en même temps, dans les projets politiques, lorsqu'on demande à ceux qui ont comme recette magique de diminuer le nombre de fonctionnaires et qu'on leur demande où ils le feraient, ils sont incapables de dire où. Parce qu'on se rend compte qu'ils sont au moins nécessaires dans toutes les fonctions, les services régaliens. C'est très dur de supprimer des fonctionnaires, entendons-nous, ceux qui travaillent. Hein. Oui, alors c'est bien un des sujets, c'est que le temps de travail dans la fonction publique territoriale, puisque c'est bien là où souvent il y a les plus gros dérapages, est loin d'être celui du privé. Donc on a un sujet là encore de quantité, c'est-à-dire que tant qu'on n'arrivera pas quand même à avoir un temps de travail comparable, eh bien évidemment on a davantage de fonctionnaires qu'on ne le devrait. Et par ailleurs, on a aussi un sujet d'absentéisme. Et ce sujet d'absentéisme, il est corrélé à l'absence totale de mode de management de ces personnels qui arrivent sans doute bourrés de bonne volonté et d'envie de servir, mais qui sont dans des carcans salariaux qui font que si vous avez atteint tel plafond, finalement vous n'êtes plus augmenté pendant le reste de votre carrière, qui empêchent une certaine mobilité, qui ne permettent pas la mobilité entre les fonctions publiques. Donc on a des besoins évidents, je veux dire, il ne faut pas moins de fonctionnaires dans la police, la justice. On sait absolument que c'est mal doté et qu'il faudrait davantage d'effectifs, mais à contrario, quand on a pléthore dans la fonction publique territoriale, il n'y a pas de passerelle et il n'y a pas de capacité à prendre des effectifs là où il y en a trop, type conseil régional qui ont été fusionnés en 2015 sous l'impulsion de François Hollande, où là il y a eu les mêmes effectifs, et de l'autre côté la police qui manque d'effectifs, les forces de l'ordre au sens large. René Chiche. Oui, alors rapidement, parce que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Virginie. Bon, c'est vrai que le principal, ça serait de réorganiser certainement les métiers de la fonction publique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même des secteurs où le recrutement de nouveaux fonctionnaires se fait de manière cruelle et nécessaire, je pense. Hein. On peut pas. Mais il faut davantage d'infirmières, davantage de professeurs. Par exemple, la police de proximité, je pense qu'il faudrait engager plus de gens. Mais en même temps, là, il y a un plan de réduction d'économie annoncé par Bruno Le Maire de 10 milliards. Alors, est-ce que... il y en aura un de 12 de plus d'ici l'été. Hein. Mais lorsqu'on annonce comme ça des plans de réduction de 10 milliards, est-ce que ça veut dire automatiquement qu'on va supprimer des postes, ne pas renouveler des gens qui partent en retraite? On ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Ça, c'est le problème, c'est que quand c'est plus souvent de la baisse sur les crédits d'investissement, par exemple. Voilà. Et quand les Français écoutent baisse, réduction, ils savent pas vraiment ce que ça veut dire. Et nous-mêmes, des fois, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc ça, c'est quand même un gros problème. Malheureusement, on se coupe un bras souvent. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire mieux avec moins. Oui. L'objectif, c'est de remobiliser des populations, c'est de lutter contre l'absentéisme, c'est de remotiver.
sécurité. Et surtout, c'est d'utiliser les moyens modernes qui permettent de faire des économies de fonctionnement en réorganisant. Là, c'est trop simple, on taille directement, soit dans des investissements, soit en fait, on obère l'avenir. C'est pas, de mon point de vue, la bonne façon de gérer de la dépense publique qui continue à déraper d'année en année. Mais une toute petite minute, mais on n'a même pas une minute. Est-ce que ça pose pas la question quand même? Le régalien est à l'os, à la rue, et on a une pléthore, la justice, l'armée, la police, pauvre de l'État. Et on voit à côté de ça qu'il y a beaucoup de gabegies. Oui, mais c'est toujours le même sujet, c'est qu'à un moment donné, il faut hiérarchiser les priorités, il faut mettre l'argent là où on en a besoin. Moi, je suis très frappée quand même même si le budget de la justice a augmenté, il y a encore beaucoup à faire, on est très bas, et je pense qu'il y a un effort à cibler et surtout à dire que dans les collectivités, là, on n'a pas été assez prudent sur la dépense publique. Merci beaucoup Virginie Calmel. Dans quelques instants, l'interdiction de l'abattage d'animaux sans étourdissement est une menace pour la possibilité d'une vie juive en Europe, selon le rabbin Pinchas Goldschmidt. Et on vous pose cette question. En interdisant l'abattage d'animaux sans étourdissement, s'attaque-t-on aux droits des communautés juives et musulmanes? Vous dites à 87% non sur Twitter. Avec nous, notre expert Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la France doit légiférer comme la Flandre et la Wallonie dans ce domaine? Absolument. Nous, ça fait des années. Vous savez qu'on a rencontré avec Brigitte Bardot les autorités françaises, les autorités aussi du culte. Et il y a absolument nécessité de prendre en compte l'attente de la société et nos connaissances en matière de souffrance animale. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300, on se retrouve dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche et Virginie Calmel. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La Belgique où les régions flamandes et wallonnes ont décidé d'interdire l'abattage rituel des animaux sans étourdissement. Il est tolérable d'égorger et de laisser se vider de son sang un animal encore bien vivant et conscient, simplement pour respecter les rites religieux. Vous avez un pays comme l'Indonésie qui est le premier pays musulman du monde et ça fait bien longtemps que l'abattage sans étourdissement est interdit. La CEDH estime que les décrets étaient proportionnés au but recherché, à savoir la protection du bien-être animal. Les traditions, pour un motif religieux ou d'autres traditions comme la corrida, la chasse à la glu, il faut à un moment qu'elles arrêtent quand il y a des souffrances, quand il y a des pratiques cruelles. Un jour sombre pour l'Europe et ses valeurs de tolérance, une menace pour la possibilité d'une vie juive en Europe. Des propos signés Pinchas Goldschmidt, grand rabbin dans Le Monde, après la décision de la CEDH sur l'abattage rituel. La Cour européenne des droits de l'homme valide l'interdiction de l'abattage sans étourdissement préalable dans 2 régions belges. Cela revient, selon le grand rabbin, à placer les droits des animaux au-dessus d'un droit humain fondamental, la liberté religieuse. Alors parlons vrai, est-ce que vous êtes choqué par l'abattage sans étourdissement? Est-ce que les religions devraient évoluer avec la prise de conscience de la souffrance animale? Ou est-ce que pour vous c'est une entrave à la liberté religieuse? Et à cette question, en interdisant l'abattage d'animaux sans étourdissement, s'attaque-t-on aux droits des communautés juives et musulmanes? Vous êtes 87% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. On fait déjà un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger. J'ose à peine le dire devant Christophe, si Sud Radio n'avait pas choisi ce thème, je ne me serais pas vraiment passionné pour cette problématique, même si je comprends maintenant qu'elle peut être passionnante, parce qu'elle pose tout de même un conflit de haute volée entre la liberté religieuse et, j'allais dire, la volonté d'amoindrir les souffrances d'un animal qui va mourir. Alors, j'avoue, si je n'avais pas l'habitude d'affirmer, j'avouerais ma perplexité là-dessus. Mais après tout, pourquoi pas, dès lors que la cause animale est devenue fondamentale et je dirais prioritaire pour beaucoup aujourd'hui, pourquoi ne pas la faire passer avant la cause religieuse, avec tout de même l'inquiétude suivante. Si on fait passer les préceptes de la religion juive et musulmane sur ce plan au second degré, si on les efface, est-ce qu'on ne risque pas demain de considérer comme inutiles d'autres dispositions religieuses? C'est, je le dis en personne totalement étrangère à cette cause-là. Moi, je suis opposé à cette mesure. Parce que l'abattage, cette mesure qui vise à interdire
l'abattage rituel, enfin à favoriser l'étourdissement avant l'abattage. Rendre obligatoire l'étourdissement. Voilà, exactement. Je suis opposé, je suis pour l'abattage rituel comme il est actuellement pratiqué dans la religion juive et la religion musulmane, parce que d'abord, dans une religion, il y a des rites, des pratiques, des valeurs qui datent de millénaires. Pourquoi voulez-vous remettre en cause ces pratiques? Moi, je connais un peu la religion juive. Dans la religion juive, il y a quelques grands rites. Vous voyez, il y a la circoncision, il y a la bar ou la bat mitzvah, c'est-à-dire la communion pour les enfants, il y a le Shabbat, et il y a effectivement l'abattage rituel, tant chez les juifs que chez les musulmans, qui n'est pas fait de la même façon. D'ailleurs, pour revenir à cette question de souffrance animale, je suis tout à fait, moi, proche de cette cause. Quand je vois un chien maltraité, parce que j'aime les animaux, un chat maltraité, ou quand je vois les grands élevages, vous savez, de poules, etc., où les animaux suffoquent, là, ça me choque. Mais, excusez-moi, je termine. L'abattage d'un animal que l'on va ensuite manger, et d'ailleurs, la souffrance lors d'un abattage rituel religieux n'est pas énorme. Parce qu'en général, il y a une précision et une rapidité dans la coupe de l'animal, j'en ai assisté. Et donc, je vois. Et ces dernières choses, c'est une atteinte à la liberté de conscience. Moi, je le dis ouvertement, de la liberté de conscience. Pompidou avait dit, je termine, Pompidou avait dit, arrêtez d'emmerder les Français. Eh bien, moi, je dis, arrêtez d'emmerder sur ce point les Français juifs et musulmans. Alors je ne suis pas d'accord avec René Chiche et je ne suis pas d'accord avec cette tendance dans le débat à opposer l'étourdissement et les rites religieux. Parce qu'en fait, quand on creuse, d'ailleurs une dame l'a très bien dit, je crois, là dans le petit reportage, si on prend l'exemple de l'Indonésie, 200 millions de musulmans, eh bien ils sont favorables à l'étourdissement. Donc ce qu'il apparaît quand même quand on creuse, c'est même obligatoire, je crois, en Indonésie. 200 millions, vous dites 200 millions, c'est pas la majorité des Indonésiens qui sont favorables. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un pays. C'est un pays. Ce ne sont pas les majorités des Indonésiens qui sont peut-être favorables à ça. Oui, non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est dans un pays musulman, enfin majoritairement musulman, et que pour autant, l'étourdissement est bien passé comme une obligation. Donc, il me semble qu'il ne faut pas cantonner le débat à une forme d'opposition, mais plutôt essayer, la libérale que je suis, de faire cohabiter ce que la religion peut imposer d'un côté et le bien-être animal avec l'étourdissement. Et moi, j'ai lu quand même, alors c'est peut-être pas des majorités, il y a peut-être des débats, mais à la fois dans la religion musulmane ou juive, des personnes qui sont favorables à l'étourdissement, qui ne sont pas opposées. Eh bien, alors à ce moment-là, franchement, c'est pas parce qu'ils sont favorables voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est que justement ce débat ne soit pas une simple opposition, parce que si on est dans l'opposition stérile, effectivement, on a l'impression que c'est revenir sur des directives religieuses. Non, c'est que le débat place sur l'opposition, et moi je pense que l'un est compatible avec l'autre. Exactement. Alors en fait, déjà, il faut rappeler ce qu'est un abattage sans étourdissement, parce que il y a énormément de rapports scientifiques qui ont été formulés, rendus, notamment sur la problématique des bovins, puisque un bovin, d'après le rapport de l'INRA souffrance animale, peut mettre jusqu'à 11 minutes avant de perdre conscience après l'égorgement. Ça, c'est par rapport... Ça dépend. Moi, non, mais ça dépend. Mais bon, c'est un rapport. J'ai d'autres faits. Oui. Bah, écoutez, là en l'occurrence, les rapports scientifiques, ils sont tous dans cette direction-là. Évidemment, et on reconnaît qu'un animal qui est insensibilisé au moment de sa mise à mort, déjà ça facilite la perte de conscience évidemment, mais aussi la mort de l'animal. Et puis pour répondre effectivement à ce point, parce que quand on dit 11 minutes un bovin qui est égorgé, parce qu'il a encore une artère cérébrale qui alimente le cerveau, ça veut dire qu'il est suspendu en découpe, etc. Et en plus, en ce qui concerne ce que je disais tout à l'heure avec Brigitte Bardot, on a rencontré les représentants du culte musulman, parce que eux, effectivement, sont très ouverts à la question. Enfin, très ouverts. Du moins, même vous regardez la charte halal de la mosquée d'Evry, est bien indiqué que rien ne s'oppose à ce que l'animal soit insensibilisé avant sa mise à mort. Docteur Dalil Boubaker, quand il présidait le Conseil français du culte musulman, nous l'a indiqué également. Il y a eu des fatwas qui ont été rendus dans ce domaine. Donc
je vois pas pourquoi on n'a pas possibilité d'évoluer avec aussi les connaissances scientifiques qu'on obtient. Donc ça, c'est une nécessité. Et puis, il y a quand même un point important. Ce n'est pas de dire, parce que c'est facile de dire on va laisser les juifs ou les musulmans faire leur méthode d'abattage. Ça nous concerne pas. Bah si, et notamment sur l'abattage juif, une très grosse partie de l'animal repart dans le circuit classique. Vous le savez, il y a très peu de la partie de l'animal qui est considérée comme cachère. Beaucoup de carcasses qui sont remis dans le circuit classique. Et là, en revanche, interdiction d'informer le consommateur que cette viande est issue d'un abattage rituel, que ce soit les viandes issues de l'abattage halal ou cachère. Et ça, c'est absolument scandaleux. Et donc, c'est facile de dire vous nous discriminez ou je sais pas quoi. Lorsque Brigitte Bardot, c'est son premier combat en 1962 qui a abouti à un décret en 1964, c'est l'obligation d'étourdir les animaux. Ça, c'était adopté en 1964. Donc, on est au 60e anniversaire de ce décret. Et il y a un moment, il faut quand même évoluer. Et d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture danois, allez-y, terminez court, que ça réagit. Le ministre de l'Agriculture danois, quand il est devenu ministre, justement, a tout de suite imposé l'étourdissement, considérant que le bien-être animal, justement, devait être une valeur supérieure au culte. Le sujet fait réagir au 0826 300 300 direction le Lot-et-Garonne. Bonsoir Marielle. Bonsoir. On vous écoute. Alors, moi je suis d'autant plus concernée qu'en fait, moi, je suis éleveuse de canards. J'ai un abattoir, une conserverie. Et donc, on abat des canards toutes les semaines. Et nous, bien sûr qu'ils sont étourdis avant d'être endormis. Enfin, ils sont endormis et étourdis, je sais pas comment vous voulez dire, avant d'être saignés. On veut pas les voir souffrir. On veut écourter au maximum la mort, on veut écourter la souffrance. Et c'est une obligation en plus pour nous éleveurs. Hein. On a des obligations. Donc on en parlait il n'y a pas longtemps avec les manifestations qu'il y a eu. Donc là, c'est 2 poids 2 mesures. Nous, on est obligés d'étourdir les animaux avant de les tuer. On a des contrôles. Moi, j'ai eu un contrôle des services vétérinaires l'an dernier. J'ai une formation obligatoire pour le bien-être animal l'an dernier, et j'ai encore une formation au mois de juin pour quand on a une tuerie. Ça s'appelle une tuerie quand on a un petit abattage à la ferme. Donc pour nous, c'est des obligations, et puis bon, nous, ça nous paraît tout à fait logique. Enfin, voilà, on n'a pas envie de voir nos animaux qu'on a élevés jusque-là souffrir, quoi, en fait. Alors, Marielle, merci beaucoup de votre témoignage, d'être éleveuse de canards. Alors, oui, je voulais rajouter quelque chose, parce que justement, on a beaucoup de témoignages d'éleveurs qui apprennent sur le document que leur remet le transporteur que finalement, leurs animaux sont partis vers un abattoir halal généralement, puisque c'est beaucoup plus développé que pour le cachère, et ils se sentent complètement pris en otage, parce que vous le savez, effectivement, il y a de plus en plus d'abattoirs qui sont, à peu près la moitié des abattoirs français, sont autorisés à faire de l'abattage rituel, et au final, les éleveurs qui tentent d'élever dans des meilleures conditions possibles leurs animaux n'ont pas de visibilité sur le choix de la manière dont ils sont abattus. Et pour certains, c'est une grande souffrance. Donc, il y a aussi cette prise en compte là. Parce qu'au fond, Christophe, pardon, je vais être brutal, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie alors que ces animaux sont destinés à mourir, mais alors, à vous évoquer pas... le bien mourir? Mais non, mais c'est très choquant ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous dit pour les transports d'animaux aussi. Alors, ils parlent des semaines au Moyen-Orient ou ailleurs, ils peuvent être entassés, crevés dans les camions, c'est pas grave, ils sont destinés à l'abattoir. Mais c'est invraisemblable d'avoir ce genre de discours. Moi, je suis sur des sites d'abattage clandestins tous les ans au moment des sacrifices de l'Aïd el-Kébir. On a plus de 4000 moutons qu'on a sortis de ces sites, qu'on a en charge à la Fondation Brigitte Bardot, et je vois comment ça se passe. Donc c'est facile après, autour d'une table, de se dire ah bah non, bah c'est pas bien, il faut respecter les machins. Bon, mais quand vous êtes sur le terrain, quand vous êtes face à cette souffrance, il faut faire bouger les lignes, et c'est pas parce qu'un animal va être abattu qu'on doit se dire bah c'est pas grave, il est abattu, on peut le maltraiter, on peut l'élever dans des conditions dégueulasses, il peut être transporté dans des conditions tout aussi dégueulasses et être abattu de la même manière. Eh bien non, le devoir qu'on a, justement parce que l'animal va être abattu, c'est de limiter autant que possible sa souffrance. Enfin, ça devrait être un devoir moral. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Parce que vous avez votre discours militant que je respecte. Mais non, c'est pas que militant, c'est de l'avoir vécu. Philippe, d'ailleurs, était très juste sur le bien mourir. D'ailleurs, c'est encore une norme supplémentaire qu'on ajoute.
Elle existe. C'est une dérogation. Ouais, enfin, c'est bon, pas une Il reste une minute ça TTC. se trouve, ça amènera d'autres choses encore plus contraignantes, on ne sait pas quoi. Et encore une fois, c'est une pratique religieuse qu'on doit respecter. L'animal est abattu selon une religion, ça peut évoluer quand même. Et d'ailleurs, on a envie quand même qu'à un moment donné, sur toutes les religions, on a envie que quand même il y ait une adaptation. L'argument que donnait Virginie était assez fort dès lors que ces religions ont ailleurs des pratiques qui autorisent les touristes. Il faut arrêter d'opposer. On a des abattoirs qui sont autorisés à faire l'abattage rituel. Chacun, on est bien d'accord. Moi, je suis donc opposé à cette mesure. Mais moi, je trouve intéressant de rappeler qu'il ne faut justement pas opposer le bien-être animal et l'étourdissement aux religions. C'est parce que c'est compatible. Et la preuve, Dalil Boudaker l'avait dit. Et beaucoup d'autres personnalités juives et musulmanes qui ne sont pas le mot de la fin, Christophe Marie. Le mot de la fin, c'est que la France ne doit pas être en retard sur cette question. La moitié des États membres de l'Union ont déjà légiféré pour justement ne plus déroger à l'obligation d'étourdissement. Et nous, on aurait à s'honorer justement de limiter la souffrance de l'animal au moment de sa mise à mort. Merci beaucoup Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Merci Monsieur le Président Philippe Bilger. Merci Virginie Calmels. Merci René Chiche. Tout de suite, on va parler de rugby à partir de 19h avec l'équipe rugby de Sud Radio. Mais juste avant, les incontournables de la gestion de copropriété avec Thomas Binet et Philippe Loiselet. À lundi, 7h avec Cécile Le Ménibus. 5h, pardon, avec Cécile Le Ménibus.